La fin du Tour de France, dernière étape entre Mantes-la-Ville et Paris, plus de 130 km. Le peloton du Tour va passer 3 fois par la butte Montmartre avant l'arrivée sur les Champs-Élysées. Un retour qui fêtera les 50 ans de la première arrivée sur la plus belle avenue du monde. Le maillot jaune Tadej Pogačar a toujours plus de 4 minutes d'avance sur son dauphin, le Danois Jonas Vingegaard. Bonjour Didier Béoutis, vous êtes écrivain et historien du cyclisme, auteur de l'ouvrage Le duel Anquetil-Poulidor, histoire d'une confrontation qu'on aperçoit à l'écran. Et vous êtes auteur également de ces 2 derniers ouvrages, Jean-Claude Lebaube et puis Georges Groussard. Et enfin, qui ont porté le maillot jaune dans le Tour de France, il y a longtemps. Précision. Et donc les connaisseurs apprécieront. Et vous êtes également rédacteur en chef de ce magazine Vélo Star. Alors merci d'être là. Que faut-il retenir de ce Tour de France et que pensez-vous du parcours cette année ? Je suis très favorable à ce parcours parce que traditionnellement on avait les étapes de plat qui se terminaient au sprint et les étapes de montagne. Alors les organisateurs ont fait mieux, ils ont organisé un parcours avec des étapes qui se terminent en côte, comme par exemple celle de Mur de Bretagne, qui ne sont pas vouées totalement aux routiers sprinteurs. Alors les routiers sprinteurs, ils ont eu satisfaction puisqu'ils ont eu quand même 5 étapes pour eux. Mais je veux dire, ça fait du suspense un peu tous les jours pour la victoire d'étape et la prise du maillot jaune. Et quelle est pour vous l'étape qui a été la plus marquante ? L'étape qui a été la plus marquante, c'est l'étape d'Otakam, bien entendu, et les 2 étapes contre la montre. Pourquoi ? Parce que les étapes contre la montre, elles marquent vraiment la différence entre les différents coureurs. Et puis les étapes de montagne aussi également. Et notamment les étapes dans les Pyrénées ont été plus intéressantes que les étapes alpestres parce que Pogačar s'est plus montré dans la première partie de l'épreuve que dans la dernière semaine. Mais alors, vous parliez du suspense, mais en ce qui concerne le maillot jaune, il n'y a pas eu de réel enjeu. Le Slovène Tadej Pogačar, il a dominé le tour du début jusqu'à la fin. Des tours où le leader domine, il y en a beaucoup. Et je vais vous dire, comme j'ai un peu d'expérience, ce Tour de France me rappelle celui de 1970, où Merckx s'était joué de l'opposition et où on avait eu des jeunes Français qui avaient gagné des étapes et qui ont confirmé par la suite, notamment Cyril Guimard, Bernard Thévenet, Jean-Pierre Danguillaume. Et je pense qu'avec les jeunes Français de 2025, on peut s'attendre à du bonheur dans les années prochaines. On va revenir sur le parcours des Français, mais est-ce que Pogačar, pour vous, c'est un phénomène justement comparable à Eddy Merckx, Miguel Indurain ? Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Il va tout à l'heure, sauf accident, gagner son 4e maillot jaune. Donc il est à un tour de ceux qui ont gagné 5 fois, comme Indurain, Hinault, Merckx, Anquetil. Et donc il n'a que 27 ans. Il n'a même pas encore 27 ans. Donc il a encore des capacités de gagner au moins un Tour de France. Sinon 2. Et le Danois Vingegaard, Jonas Vingegaard, il n'a pas démérité non plus. Non, il n'a pas démérité. Il avait une équipe bien organisée, peut-être plus forte que celle de Pogačar, qui a quand même perdu un équipier précieux en début d'épreuve. Mais il a été dominé. C'était la 5e confrontation Pogačar-Vingegaard. Vingegaard a gagné quand même 2 fois sur Pogačar. Et Pogačar 2 fois sur Vingegaard. Et là, évidemment, le meilleur, en sport, c'est le meilleur qui doit gagner. Donc là, c'est Pogačar qui a gagné 4 étapes, qui a dominé ce tour, qui a été peut-être un petit peu plus discret dans la dernière semaine. Alors on parle de lassitude de Pogačar, mais je trouve que c'est un peu normal, parce que quand vous vous apprêtez à gagner votre premier Tour de France, vous êtes très enthousiaste. Quand vous vous apprêtez à gagner le 4e, finalement vous trouvez un peu le temps long et vous voudriez que ça finisse rapidement. Oui, mais cela n'enlève en rien les mérites de Pogačar et non plus ceux de Vingegaard. Et donc on a quand même vu un duel entre les deux. Oui, c'était un duel, puisque, un duel dominé par Pogačar qui l'a quand même emporté avec 4 minutes d'avance, mais le 3e, le jeune Allemand Lipowitz, est à 10 minutes. Et on a eu l'abandon malheureusement de Evenepoel, qui aurait mérité de terminer 3e comme l'année dernière. Il avait gagné le contre-la-montre à Caen, et puis ensuite il a été victime d'accidents, de maladies, et malheureusement il a dû abandonner. En tout cas, il y en a qui parlent d'absence d'enjeu avec cette domination, mais ça n'a pas diminué l'engouement du public sur les routes
et derrière les écrans. Non, mais le public est toujours présent, quelle que soit la donne. Et puis j'ajouterais, alors évidemment il faut jurer de rien, mais ce tour a été un tour propre. Il n'y a pas eu d'affaire de dopage qui a éclaté. Mais ceci dit, donc de ce il faut jurer de rien. Ouais. On est plus tranquille. Voilà. Parlons des Français. Le jeune Normand Kevin Vauquelin et Jordan Gega, donc 2 Français dans le top 10 oui. au classement général. C'est quand même une réussite et c'est un espoir en tout cas pour l'avenir. Oui, tout à fait. Alors, ils ont tous les deux progressé. Vauquelin avait gagné une étape l'année dernière, mais avait terminé dans les profondeurs du classement général. Là, il s'est attaché à faire une place au classement général, ce qui lui interdisait de gagner une étape, parce qu'il était trop surveillé. Mais il a fait preuve, sur le plat, en montagne, contre la montre, d'une certaine régularité. Même chose pour Jordan Gega. Après le Normand, c'est un Breton. Et Gega a conquis hier, à Pontarlier, la 10e place du classement général en étant présent dans une échappée. Et le Français qui a sauvé l'honneur, c'est Valentin Paré-Peintre. Oui, Aurélien Paré-Peintre. Ah, Aurélien, pardon. Oui. Et qui a gagné une étape, l'étape du Mont Ventoux. Alors, il n'a pas gagné n'importe quelle étape, parce que l'étape qui se termine au Mont Ventoux, elle a été gagnée par peu de Français. On a Poulidor, on a Thévenet, etc. Donc, c'est un coureur qui est très mince, qui est donc très adapté, qui a une morphologie adaptée pour l'école, et il a fait un exploit d'autant plus étonnant qu'on ne s'y attendait pas. Et donc, comme il est très jeune, hein, il a 23 ans, je crois, on peut compter sur lui, là, sur les 3, on peut compter sur eux pour les années suivantes. Alors, on parle par ailleurs tout au long du tour du maillot jaune, du maillot à pois, du maillot vert. On oublie un peu quand même les coéquipiers anonymes qui sont là au service des leaders, de leurs leaders dans les équipes. Alors, les coéquipiers, ils ont beaucoup de mérite, j'allais dire, mais ils sont payés pour ça. Quand vous rentrez dans l'équipe de Vingegaard ou de Pogačar, vous savez qu'il faut faire abstraction de toute ambition personnelle. Mais un leader a besoin d'équipiers, il a besoin d'équipiers sur le plat, pour l'attendre s'ils ont un incident ou une crevaison. Ils ont besoin d'équipiers en montagne pour donner le tempo. Et puis, ils ont aussi besoin, j'allais dire, d'une ambiance favorable qui les conforte. Donc, ils ne sont pas perdants financièrement, mais ils font abstraction de leur chance personnelle. Quoique, ils peuvent se trouver dans des petites échappées lors d'étapes peu importantes, et ils peuvent aussi gagner leurs étapes. Donc, ils sont complètement au service de leur leader. Et ils sont payés pour ça. Un équipier de Pogačar ou de Vingegaard, il est payé bien davantage qu'un leader d'une formation moyenne. Et que dire de tous les cyclistes qui abandonnent chaque année le Tour? Je crois que cette année, ils sont 24. Alors, c'est pas tellement. Il y a eu quand même 184 partants, 24 abandons. Je crois qu'il n'y a pas eu de hors-délai. Hein. Ils se sont tous arrangés pour rentrer dans les délais. Alors, le problème, quand vous partez à 184, les risques de chute sont quand même importants. Donc, il y a eu malheureusement des chutes. Et la chute la plus malheureuse, s'il y avait une prime de la malchance, je crois qu'il faudrait lui attribuer, c'est le Belge Philipsen, qui avait gagné la première étape et qui est tombé et qui a dû abandonner. Donc, il a dû laisser ses 2 concurrents, Merlier et Milan, se disputer le maillot vert. Et avec Milan, hein, l'Italien, on a quand même qui est un athlète, hein, un grand garçon, un grand homme, on a quand même un beau maillot vert. Et comment vous expliquez, là on le voit, le public sur les routes, cette fascination continue, voire croissante pour le Tour de France? Ça a toujours existé. On a tous envie, tous les petits garçons dans leur jeunesse ont envie de gagner le Tour de France. Peu y arrivent. Et puis, on les voit physiquement faire 200 km par jour pendant 23 semaines sous n'importe quelle condition, sous la pluie. Il a plu, hein, sous la chaleur. C'est quand même un exploit. Qu'il y ait du dopage ou pas, finalement, pour le public, c'est secondaire. Et c'est une fascination populaire. Et tout le monde, en fait, aussi parce que tout le monde peut s'identifier. Tout le monde a fait du vélo dans sa vie. Oui, donc on comprend bien ce que c'est. Tout à fait. Alors c'était davantage le cas dans le temps, parce que les vélos de compétition ressemblaient davantage aux vélos ordinaires. Maintenant, on a des petits bijoux, mais ça n'empêche pas, il y a une fascination pour le Tour de France. Et le Tour de France est devenu un grand business. Est-ce que ça, au fil des années, est-ce que ça en a changé la nature, d'après vous ?
Alors, c'est inévitable. Le Tour de France, c'est un grand phénomène après la Coupe du Monde de football et après les Jeux Olympiques, mais qui n'ont pas lieu tous les ans. C'est la grande manifestation, mais qui est accessible au public. Vous pouvez venir sur la route, vous touchez pas les coureurs, hein, mais vous êtes tout près des coureurs, vous les encouragez. Hein. Donc, effectivement, alors le Tour de France a le problème du gigantisme. Hein, c'est plus le petit Tour de France à quelques nations européennes comme il y a une trentaine ou une quarantaine d'années. C'est un événement international et je pense que les organisateurs ont bien compris et s'attachent à maintenir le caractère traditionnel du Tour. Par exemple, cette année, hommage à Louison Bobet, puisque le Tour s'est arrêté à Saint-Maine-le-Grand, le village natal de Louison Bobet. Donc chaque année, il y a une référence historique au passé du Tour. Mais il y a moins d'incertitude qu'avant, ça n'a plus le charme des années du début du Tour de France. Ça dépend, Madame Grimaldi. Ça dépend. Soit vous avez un coureur qui domine comme cette année, mais il n'était pas évident au départ du Tour que Pogačar dominerait de cette façon. Soit vous avez plusieurs coureurs de même niveau. Je pense par exemple à Anquetil Poulidor qui font durer le suspense. Poulidor qui a toujours été qu'on surnommait Poupou. Oui. Et qu'on voulait, qui a jamais remporté le Tour, c'est Anquetil. Non, mais il a été le champion de la popularité et comme disait Antoine Blondin, de la polarité. Et on voyait ces dernières images là de la rue Le Pic. Ça vous semble une bonne idée de passer par la butte Montmartre avant d'arriver sur les Champs-Élysées? Comme c'est la dernière étape, je pense qu'il n'y aura pas de conséquences. Si on avait voulu mettre Montmartre vraiment dans une étape importante, on aurait mis au cours des 19 premières étapes. Là, je pense que la rue Le Pic, 50 ans après les Champs-Élysées, les organisateurs ont voulu faire un peu de gloire, de publicité. Donc, ils ont inclus les 3 passages par la rue Le Pic, mais je doute que ça change grand-chose. Merci beaucoup Didier Véoutis d'être venu sur France 24. Merci à vous.